La fille du millionnaire ne marchait plus depuis des années, jusqu'à ce qu'un pauvre migrant s'approche et dise simplement « Laisse-moi essayer ». Et si la paralysie n'était pas une condamnation, mais un refus de vivre une vie qui n'est pas la sienne? Et si les médecins se trompaient, et que la guérison ne se trouvait pas dans les pilules, mais dans ce que même les esprits les plus brillants craignent de reconnaître? Avant de commencer cette histoire, écrivez en commentaire de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Parfois, tout change non pas avec un cri, mais avec le bruissement d'une pelle dans la terre. Ce matin-là, la fenêtre de la chambre d'Isabella était entr'ouverte, comme toujours. Ni l'air frais du matin, ni les doux rayons du soleil de juillet ne parvenaient à l'atteindre. Depuis 6 ans, chaque matin, chaque minute, tout était pareil. Un bruit inhabituel, le crissement rythmique d'un râteau, rompit cette monotonie. Il venait du jardin, où un nouveau jardinier avait récemment commencé à travailler. Isabella n'y prêta d'abord aucune attention, mais le jour suivant, puis les autres, elle se surprenait à attendre ce bruit. Elle l'observait discrètement. Un homme d'âge moyen, au teint hâlé, à la posture droite. Il ne se contentait pas de ramasser les feuilles, il touchait chaque plante comme si c'était son enfant. Quand il taillait les roses, il leur murmurait quelque chose. Ce n'était pas le tumulte habituel des ouvriers. C'était comme s'il leur parlait, et qu'elle l'écoutait. Un jour, Isabella se surprit à une pensée étrange, elle enviait ses fleurs. 6 ans plus tôt, le jour de son 18e anniversaire, sa vie avait pris fin. Tout s'était joué en une seconde. Un mouvement maladroit, la peur, et le cheval à superbe étalon à la crinière noire, s'étaient cabrés. En tombant, elle avait senti quelque chose se briser en elle. L1, L2, L3. Ses vertèbres étaient devenues des lettres dans une condamnation. Paralysie complète des jambes. La maison des Richardson avait tout prévu, ascenseur, portes automatiques, bains spéciaux. La villa s'était transformée en cage dorée. Les médecins les plus chers du monde défilaient, examinaient, hochaient la tête, recommandaient les méthodes les plus récentes. Rien ne changeait. Parfois, elle avait l'impression d'être morte, mais que personne ne le lui avait annoncé. Quand le nouveau jardinier était arrivé, personne ne l'avait présenté. Isabella apprit par la femme de chambre qu'il s'appelait Matteo. Un Bolivien, discret, sobre, travailleur infatigable. On ne savait rien de plus sur lui. Mais il avait quelque chose d'insaisissable, quelque chose qui poussait à le regarder. Il se déplaçait comme s'il percevait non seulement les sons, mais aussi ce qui n'était pas audible. Son regard. Il y avait là quelque chose qui empêchait Isabella de détourner les yeux. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Dans sa tête, ce bruit, le raclement du râteau, comme le battement d'un cœur. Au 4e matin, elle l'appela, prétextant une question sur les roses. Il entra dans le hall timidement, hésitant sur le marbre blanc. Il ne savait où regarder, les colonnes somptueuses, les tableaux, ou la femme en fauteuil roulant. « Señorita Richardson, vous vouliez parler des roses. » Sa voix n'était pas forte, mais assurée. « Le jardin est magnifique, » dit-elle après une pause. « Mais vous travaillez comme si vous n'étiez pas jardinier. Qui êtes-vous, Matteo ?» Il baissa légèrement les yeux, puis répondit. « Autrefois, je soignais les gens. Aujourd'hui, seulement les plantes. » Ce n'était pas dit avec tristesse, juste comme un fait. Isabella inspira lentement. « Pourquoi seulement les plantes ?» Il esquissa un sourire discret, puis ajouta après une pause. « Parce que les plantes ne se plaignent pas, et n'ont pas peur de ce qu'elles ressentent. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Isabella ne sut quoi répondre. 2 jours plus tard, elle le rappela. « Avez-vous eu des patients avec des blessures comme la mienne ?» demanda-t-elle, alors qu'il lui apportait de la lavande fraîchement coupée. Il hocha la tête. « Oui, et pas seulement. Certains étaient blessés d'une façon qu'aucune image ne montre. » Elle le fixa longuement. « Vous croyez que je pourrais remarcher ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Peut-être. Mais il n'y a pas que le corps à soigner. » Elle resta silencieuse, les mains légèrement tremblantes. « Je veux essayer, » dit-elle. « Ce ne sera pas officiel, » prévint-il. « Ce que nous allons faire n'est pas reconnu, et peut-être que vous aurez peur. » « J'ai peur depuis 6 ans. »« Cela ne peut pas être pire, » répondit-elle calmement. Matteo ne répondit rien,
mais inclina légèrement la tête, comme un homme saluant le courage de quelqu'un d'autre. Ainsi commença quelque chose que personne dans la maison ne devait découvrir. Un secret entre une femme clouée à un fauteuil et un homme que la vie avait éloigné de la médecine, vers les jardins. À l'instant où elle avait dit « Je veux », le monde avait légèrement changé. Comme si, là-bas en bas, parmi les roses, une branche avait enfin soupiré sous le vent. Certaines blessures ne se voient pas sur le corps, mais saignent plus longtemps. La deuxième séance eut lieu tôt le matin, alors que toute la maison dormait encore. Les domestiques ne commençaient leur service qu'en milieu de matinée, et le père d'Isabella était parti pour Houston la veille. Il s'était donné rendez-vous dans le spa familial, situé dans l'aile de la villa, rarement utilisé depuis l'accident. Lorsqu'elle y arriva en fauteuil, Matteo l'attendait déjà. Il avait apporté une petite boîte en bois, enveloppée dans un tissu au parfum à la fois épicé et sucré, un mélange d'herbes séchées et d'huiles essentielles. Ce n'est pas un traitement au sens classique du terme, la Prévail. Je ne suis pas un médecin en blouse blanche, et tout ce que nous ferons, ce sera seulement si vous le voulez vraiment. Je l'ai déjà dit, je veux, répondit Isabella, en le regardant droit dans les yeux. Ou dois-je encore le répéter? Il hocha la tête. Non comme un médecin, mais comme un homme qui entendait non pas des mots, mais une volonté, un souffle de vie. Il plaça devant elle un bol d'eau chaude, y fit tomber quelques gouttes d'huile, et lui demanda de fermer les yeux. Lavande, santal, et une autre senteur qu'elle ne parvint pas à identifier. Inspire, expire, inspire, expire. Tu dois sentir l'air entrer en toi et ressortir, comme si tu rentrais à nouveau dans ton corps, dit-il. Où es-tu maintenant? Ne dis pas la voix haute, dis-le toi intérieurement. Au début, tout était étrange, drôle, presque absurde. Mais après un moment, elle sentit quelque chose de différent. Une légèreté dans les épaules, une chaleur dans le bas du dos. Il toucha doucement son dos, seulement avec le bout des doigts, et c'était comme si un corps qui avait oublié le contact frémissait à nouveau. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que quelque chose t'appartenait vraiment? Demanda-t-il soudain. Elle ne comprit pas tout de suite la question. Probablement quand j'étais à cheval avant la chute. Juste moi, le vent et Minette peste. J'étais libre, vivante. Il hocha la tête, continuant de travailler ses muscles, non seulement avec les mains, mais avec tout son corps, comme s'il écoutait son dos. Alors nous essaierons de rendre non seulement le mouvement, mais aussi la sensation de liberté. À la troisième séance, il apporta de la musique classique inhabituelle, celle qui résonnait le soir dans le hall, mais aussi quelque chose de totalement différent. Des sons de flûte, un bâton de pluie, des rythmes lointains, comme venant des montagnes. Des mélodies boliviennes, comme Isabella le découvrit plus tard. Il utilisait une étrange poudre d'herbe, qu'il frottait sur la peau au-dessus de la colonne vertébrale. Il parlait une langue qu'elle ne comprenait pas. Sa voix basse et calme remplissait l'espace. Puis elle sentit un picotement. D'abord léger, comme quand une jambe s'endort, puis soudain, aigu, comme une aiguille. Elle inspira brusquement. Qu'est-ce que c'est? Il se pencha. C'est bon. Tu es de retour ici. Ce sont tes nerfs. Il se réveille. Elle ne se croyait pas, mais ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. Il ne touchait pas sous la taille, mais elle sentait le mouvement. C'est impossible, murmura-t-elle. Matteo sourit. Tout ce que tu considérais impossible est ce que tu redoutes le plus. Après la séance, il s'assit à côté d'elle. Elle regardait le plafond, lui la regardait. Pourquoi as-tu quitté la médecine? Demanda-t-elle. Il resta longtemps silencieux, puis dit. Parce qu'un patient est mort, et je n'ai pas pu prouver que j'avais fait tout ce que je pouvais. Je ne l'ai pas traité selon le protocole. J'ai utilisé les connaissances de ma grand-mère. Ils m'ont retiré ma licence et accusé de fraude. Et toi? Elle s'immobilisa. Je ne sais toujours pas si j'aurais pu le sauver, mais je sais une chose. Depuis, je ne soigne que ceux qui sont prêts à s'écouter eux-mêmes, pas seulement les médecins. Il se leva, rassembla ses affaires, et avant de partir dit. Demain, à la même heure, si tu décides de continuer. Cette nuit-là, Isabella ne put dormir. Des phrases, des touchés, des sons de flûte tournaient dans sa tête. Et cette sensation que son corps était vraiment vivant, comme si elle était de nouveau là.
Elle se leva en fauteuil et alla à la fenêtre. En bas, le jardin s'étendait. Une douce lumière des lanternes éclairait les chemins que Matteo parcourait le jour. À cet instant, elle comprit qu'elle ne voulait pas seulement marcher, elle voulait comprendre pourquoi elle n'en avait pas eu envie pendant tant d'années. Et c'était là la peur principale et la vraie guérison. Parfois, la douleur n'est pas un ennemi, c'est une voix que tu as ignorée trop longtemps. Lors de la 4e séance, Isabella pleura sans raison, sans mots, sans avertissement. Elle était allongée sur une table spéciale dans le spa, couverte d'un tissu fin, respirant lentement comme Matteo le lui avait appris. Il passait sa main le long de la colonne vertébrale encore, et à chaque mouvement, des images, des visages, des voix remontaient de sa mémoire. Plus profondément, disait-il doucement. Ne pense pas, laisse ton corps se souvenir. Puis soudain une scène d'enfance, une chambre. Les parents crient. Sa voix est faible, noyée dans leur colère. À cheval, cadeau de son père après une série d'infidélités. La mère pleure dans le couloir, Isabella reste silencieuse. Toujours silencieuse, même quand elle voudrait crier. Des larmes coulent seules le long de ses tempes. Matteo ne demanda pas ce qu'elle se souvenait. Il posa simplement sa main sur son épaule, et elle murmura. « Je ne voulais pas monter ce jour-là, mais mon père insistait, disant que je devais être courageuse comme une Richardson. Je ne voulais plus faire partie de tout ça. Je suis montée en selle comme dans un piège. » Il ne répondit pas, appuyant un peu plus fort entre ses omoplates. À la séance suivante, elle sentit pour la première fois une chaleur dans ses pieds. Elle le dit à voix haute, comme une confession, les jambes. Elle brûle. C'est le sang, l'énergie, la mémoire, dit Matteo. Tu reviens vraiment. Elle riait et pleurait en même temps. Il lui donna une infusion d'herbe, amère, épaisse, brûlante sur la langue. Elle but tout jusqu'à la dernière goutte et ressentit soudain une telle légèreté dans son corps qu'elle eut peur. Comme si son corps pouvait bouger, comme si plus rien ne le retenait. « As-tu peur de marcher à nouveau ?» demanda Matteo sans la regarder. Elle sursauta. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que parfois le traumatisme est un refuge. En fauteuil, tu es protégé. Personne n'exige rien, personne ne crie, personne ne te force à être héritière. » Le soir, elle ouvrit un vieux cahier. Il était dans un tiroir avec des affaires personnelles, couverts de poussière. Il y avait des croquis, des pensées, des rêves, ses rêves d'avant la chute. Il n'y avait aucun mot sur l'entreprise familiale ni la corporation, seulement sur l'art, la botanique, les parfums, la vie en forêt. Là était la vraie elle. Isabella ferma le cahier et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit de la colère, non contre son père, ni contre sa blessure, mais contre elle-même pour toutes ces années de silence. « Tu ne veux pas être Isabella Richardson », dit un jour Matteo. « Juste Isabella. » Elle hocha lentement la tête, avec peur, mais hocha quand même. « Alors tu devras perdre tout ce qu'on t'a donné, pour devenir celle que tu veux être. »« J'ai déjà beaucoup perdu, » répondit-elle. « Mais maintenant je sais au moins pourquoi. » À la 6e séance, quelque chose d'impossible arriva. Matteo passa ses mains le long de ses genoux, et elle sentit soudain un mouvement. Réel, net. Les genoux ont tressauté, comme sous l'effet d'une impulsion. Pas une illusion, ni un refus. Une véritable contraction musculaire. Il s'est figé. Elle s'est figée. « Tu vois ça ?» murmura-t-elle. « Oui, et pas seulement moi. » Il leva les yeux vers elle. Son regard avait changé. Il n'y avait ni surprise ni fierté, seulement une profonde compréhension et une douleur prudente. Comme s'il savait que le chemin ne faisait que commencer et serait plus difficile qu'avant. Ce soir-là, elle écrivit une lettre à son père sans reproche ni demande, juste un paragraphe. « Si tu veux vraiment que je sois forte, laisse-moi suivre le chemin que je choisis, pas celui que tu as tracé pour moi. » Elle n'envoya pas la lettre, mais elle l'écrivit, et cela voulait dire qu'elle lui disait enfin la vérité. Matteo apporta un nouveau mélange d'huile. Ça sentait le sapin, la fumée et quelque chose d'ancien. Il expliqua que c'était une préparation que sa grand-mère utilisait quand une personne était séparée d'elle-même. « Tu ne veux plus être une moitié, » dit-il. « Je n'ai jamais été entière, » répondit Isabella, avant de tout perdre. Alors vint le temps de se retrouver, non malgré la blessure,
mais grâce à elle. Et à cet instant, elle comprit que le traumatisme n'était pas une malédiction, mais une frontière. Et si on la franchit, la vraie vie commence. Parfois, pour se relever, il faut d'abord tomber aux yeux des autres. Il entra sans frapper. Isabella était assise près de la fenêtre, une infusion encore fumante sur un plateau. Après la séance avec Matteo, elle sentait un léger picotement dans les mollets, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait plus se cacher du soleil. Mais quand la porte s'ouvrit brusquement et que son père entra dans la pièce, un homme grand, puissant, toujours énergique avec un regard tranchant comme une lame, l'atmosphère se figea. Qui est cet homme? La voix du père était basse, mais menaçante. Quel homme? Isabella ne feignait pas l'ignorance mais ne comptait pas céder. Un Bolivien, jardinier. Ou tu penses que personne ne voit comment il sort du spa chaque matin? Tu crois que les domestiques se taisent? Il s'appelle Matteo, dit-elle calmement. Et oui, on se voit le matin, mais pas pour les roses. Richard Richardson s'approcha. Ses pas résonnaient sur le marbre. Tu as laissé cet imposteur toucher ton corps après tout ce que les meilleurs médecins du monde t'ont fait. Oui, répondit-elle fermement, parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est rien. J'ai passé toutes ces années dans ce fauteuil, et maintenant je sens mes jambes. Le père s'immobilisa. Quoi? Je sens mes jambes. Mes mollets réagissent. Je ressens le toucher. Le picotement. Matteo l'a enregistré. Sans appareil coûteux, sans équipe d'assistants. Richard recula d'un pas. C'est de la suggestion. Tu veux y croire, et il en profite. Un charlatan, il n'a même pas de licence. Je l'ai fait suspendre en Bolivie pour usage de méthodes traditionnelles. Il est dangereux. Isabella regarda son père comme pour la première fois. Sa peur était presque palpable. Mais pas pour elle, pour le contrôle, pour l'image qui s'effondrait sous ses yeux. Dangereux. Il m'a donné ce que vous n'avez pas pu en 6 ans. L'espoir. Tu es naïve, explosa le père. Il joue avec ta douleur. Demain tu seras de nouveau dans ton fauteuil, mais avec la tête fracassée. Mieux vaut avoir la tête fracassée qu'un cœur mort. Cette phrase résonna comme un coup de verre brisé. Le père expira lentement. Très bien, si tu es si sûr, prouve-le. Dans une semaine, tu passeras un examen chez le Dr Wald, un spécialiste indépendant. C'est un neurophysiologiste. Je lui fais confiance. Si tu montres de réels progrès, je ne m'en mêlerai pas. Mais sinon, les séances s'arrêtent, et tu chasses cet homme de la maison pour de bon. Ce soir-là, Isabella raconta tout à Matteo. Il écouta sans surprise, hocha seulement la tête. 1 semaine, dit-il. C'est peu, mais suffisant si tu es prête. Je suis prête, mais j'ai peur. C'est bien. La peur est le signe que tu franchis la limite de ton ancien moi. Si je ne me lève pas, elle n'a pas fini. Tu te lèveras. La question n'est pas si tu peux, mais si tu te permets. Chaque jour, il travaillait plus. Il commença non seulement par le corps, mais aussi par la voix. Il la força à dire ce qu'elle cachait depuis des années. La colère contre sa mère qui s'était renfermée. La peur de l'entreprise de son père. Le sentiment d'être un nom vide sur la couverture de la corporation. La douleur de ne jamais avoir choisi sa propre vie. Tu gardais tout à l'intérieur, disait Matteo. Et le corps s'est figé comme ta volonté. Maintenant tu la retrouves. Le 7e jour, elle ne pouvait pas dormir. Son corps était tendu, comme avant un saut. Elle regardait ses jambes sous la couverture. Et dans le noir murmurait. S'il te plaît, ne me lâche pas. Matteo entra avant l'aube. Aujourd'hui, nous ne ferons rien de nouveau, dit-il. Tout est déjà fait. Maintenant tu vas chez le médecin, non pas pour prouver ce que tu peux, mais pour montrer qui tu es. Le cabinet du Dr Wald était frais et stérile. Il était un homme âgé, réservé, au visage marqué par de nombreux mensonges. Il posa des capteurs sur ses jambes, testa leur sensibilité, nota de légères réponses. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Maintenant, essayez de contracter la cuisse. Si vous y arrivez, nous le verrons. Matteo resta à l'écart. Il n'intervint pas, se contenta de regarder. Isabella ferma les yeux, aspira. Elle expira, et à un moment donné.
Le mouvement était à peine perceptible, mais les capteurs s'allumèrent, le muscle répondit. Répète, dit Valdez avec une autre expression sur le visage. Elle se concentra de nouveau, les doigts du pied tremblèrent. Puis les capteurs enregistrèrent encore une contraction. Puis, soudainement, mais clairement, le genou monta une seconde, à seule impulsion. Après des années de silence. Un silence s'installa dans le cabinet. Valdez retira lentement ses lunettes. C'est impossible, mais c'est réel. Matteo s'approcha, se tint à ses côtés. Elle murmura, incrédule, je l'ai fait. Non, répondit-il. Tu as juste arrêté de t'interdire de vivre. Le père lisait le rapport en silence. Son visage ne changea pas. Seulement à la fin, il déclara, je ne comprends pas comment, mais c'est un fait. D'accord, il reste. Puis il partit. Quand la porte se referma derrière lui, Isabella éclata en sanglots. Non pas de douleur, ni de fatigue, mais parce qu'elle avait gagné pour la première fois depuis des années. Et maintenant tout ne faisait que commencer. Parfois, pour sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même, au moins une fois, entièrement. Des mois plus tard, elle ouvrit la porte elle-même, lentement, mais sans aide extérieure. La main gauche tenait une canne, la droite appuya fermement sur le panneau. La porte vitrée du centre de médecine intégrative s'ouvrit. Derrière elle, un espace blanc avec des plantes vivantes, une lumière douce et une odeur d'eucalyptus. Le centre portait son nom, non par vanité, mais comme un rappel. Elle était passée par l'enfer et était revenue. Après la rencontre avec le docteur Valdez, tout alla vite. Les médias apprirent ce cas impossible de guérison. Les journalistes entourèrent la villa. Isabella refusa les interviews. Elle savait qu'un récit sans substance n'est qu'un sensationnalisme. Et elle voulait autre chose. D'abord le silence, puis le plan. Elle rassembla le conseil d'administration de la société familiale. Certains ne la connaissaient que par des photos de remise de diplôme. Quand elle parla, sa voix trembla. Mais chaque mot était précis. Je suis l'actionnaire principal. Ma voix est décisive. Nous ouvrons un centre. Il travaillera à la croisée des chemins, science et tradition. Des séances assistées par équipements médicaux, des méthodes qui ne rejettent pas le corps mais respectent l'esprit. Je sais comment cela fonctionne. Je me suis relevé. Ce n'est pas un miracle, c'est une chance. Un silence tomba dans la salle, puis des débats. Un membre ancien déclara que c'était un coup à la réputation. Un autre dit que ce n'était pas un business, mais de la charité. Un troisième qualifia Matteo de problème avec son accent sud-américain. Alors elle dit « Je créerai du profit là où vous voyez un risque. Les gens désespérés des hôpitaux viendront chez nous, non pas pour un miracle, mais pour une seconde chance. » L'ouverture du centre eut lieu au début du printemps. La presse attendait un spectacle glamour, mais ce fut une petite salle. Avec des patients de divers diagnostics. Isabella debout au micro, sans podium, sans scène. Je ne promets pas que chacun d'entre vous se lèvera, mais je promets que vous serez écoutés. Pas seulement scannés, pas seulement mesurés, mais entendus. Les applaudissements étaient modestes mais sincères. Matteo ne voulait pas devenir directeur thérapeutique. Il refusa 3 fois. Mais Isabella insista. Tu ne soignes pas seulement. Tu rappelles à la personne qu'elle est vivante. Il avait désormais un bureau, ni blanc, ni stérile. Sur le mur, des photos des montagnes boliviennes et un portrait de sa grand-mère. Dans un coin, des paniers d'herbes, une armoire d'huile et un silence propice au vrai travail. Certains médecins le regardaient avec ironie jusqu'à la première séance. Quand un patient avec une douleur chronique au dos s'endormit sans médicaments pour la première fois en 10 ans. Quand une femme souffrant de stress post-traumatique commença à respirer sans panique. Quand un garçon avec un diagnostic de perte inexpliquée de sensibilité put bouger un doigt. Et peu à peu, au niveau des micro-mouvements, des centres et des corps, quelque chose se produisit dans ce bâtiment, qu'on ne pouvait expliquer seulement avec des termes médicaux. Le père d'Isabella ne fréquentait pas le centre au début, il restait dans l'ombre. Mais un soir, elle le vit dans le hall. Il se tenait près de la fenêtre et regardait un patient, un vieil homme en fauteuil roulant. Discuter avec Matteo. Je voulais dire, commença-t-il sans se retourner, que tu as fait ce que je n'attendais pas.
Tu n'as jamais demandé ce que je voulais, répondit-elle calmement. Il se tourna. Maintenant je suis prêt à demander et à écouter. Isabella ne dit rien, se contenta de l'embrasser. Pour la première fois, non pas comme une fille, mais comme une personne qui n'a plus peur d'être elle-même. 6 mois plus tard, on lui retira une partie des attelles. Elle n'avait plus besoin du fauteuil roulant. La canne resta. Un symbole, un rappel et un choix. Pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de son chemin. Le centre devint célèbre. Des reportages passaient à la télévision, des lettres arrivaient. Des gens venaient d'autres États. Certains en secret, car ils craignaient les moqueries. Certains croyaient, d'autres espéraient. Et elle leur disait tous la même chose. N'ayez pas peur de l'impossible. Ayez peur de rester là où il vous est déjà trop étroit. Un jour, elle retourna dans le jardin, à l'endroit où elle avait rencontré Matteo pour la première fois. L'herbe avait changé, mais les mêmes roses poussaient. Elle s'approcha, toucha un pétale et dit « Merci de m'avoir forcé ce jour-là à regarder en bas et non vers le mur. » Derrière elle, des pas, Matteo, les fleurs n'aiment pas qu'on les remercie. Elles font simplement ce qu'elles savent faire. Et toi? Il sourit. Je suis juste un jardinier. Elle le regarda, puis le ciel. Et moi, je suis simplement une femme qui marche à nouveau, non seulement avec ses jambes, mais avec son propre chemin.